qui viennent le week-end prochain au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Qu'allez-vous dire aux dirigeants des 54 pays africains réunis? Je vais continuer à me mobiliser pour le droit international, pour convaincre que les mensonges de la Russie sont un piège tendu aux pays en développement spécialement, en Afrique, mais aussi en Amérique latine, dans plusieurs pays asiatiques également. On a tous intérêt à un monde fondé sur des règles, avec des frontières qui sont reconnues et qui ne peuvent pas être violentées. C'est très grave qu'un membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, qui détient l'arme nucléaire, puisse tenter ce précédent d'agresser un pays de 40 millions d'habitants. Je veux aussi expliquer à nos amis africains tout l'engagement de l'Union européenne pour soutenir la sécurité et la souveraineté alimentaire de l'Afrique, avec des projets qui sont des projets réels et concrets, pas avec des discours. J'ai aussi montré à quel point on est mobilisé pour soutenir la capacité de surmonter cette crise économique qui résulte de cette crise énergétique. Pour la souveraineté alimentaire, on a vu un rapprochement, et on va en parler, de certains pays africains avec la Russie, je pense au Mali notamment. Est-ce qu'il faut, et avec des accords sur la souveraineté alimentaire, est-ce qu'il faut être ami avec la Russie maintenant en Afrique pour pouvoir avoir un approvisionnement garanti, un approvisionnement alimentaire? Ce qui est en tout cas certain, et ça n'est pas nouveau, c'est que la Russie, depuis de nombreuses années, essaie de pénétrer un certain nombre de pays africains pour pouvoir activer le moment venu. C'était en train de se passer dans des pays comme le Mali et d'autres pays africains, des formes de cellules activistes anti-Union européenne qui diffusent les mensonges de la Russie. Et c'est un business model qui est très clair. Ces forces russes captent les ressources naturelles de l'Afrique d'une part, et puis utilisent d'un point de vue politique contre l'Union européenne, contre les États-Unis, leur position dans ces pays. Il y a une réalité, c'est la Russie qui a décidé de transformer la mer Noire en théâtre de guerre et empêchant par là le transport des produits alimentaires dont les Africains ont besoin. C'est la Russie qui a décidé de brûler, de voler des produits agricoles dans les champs ukrainiens. C'est la réalité. Et je pense qu'on doit être dans ce corps à corps politique et diplomatique avec les Africains pour contrer ces mensonges. C'est un travail de chaque instant. De très nombreux leaders africains sont parfaitement lucides, sont parfaitement conscients. De très nombreux leaders africains soutiennent les positions de l'Union européenne. Je pourrais en citer beaucoup, mais j'étais par exemple hier avec le dirigeant du Sierra Leone qui a systématiquement voté les résolutions des Nations Unies en soutien aux positions de l'Union européenne et de l'Ukraine. J'étais également avant-hier avec le président des Comores qui va bientôt diriger l'Union africaine, qui a également adopté ces positions. Mais c'est vrai, vous l'avez observé, le ministre Lavrov effectue des tournées très régulières, c'était le cas encore il y a quelques jours, dans des pays africains, pour colporter des mensonges. Et nous ne pouvons pas rester les bras ballants, on ne peut pas laisser le vide s'installer, on doit nous aussi être présents au contact des Africains, avec notre rationalité, avec nos arguments, et avec des projets qui sont des projets sincères, parce que l'Union européenne, elle a intérêt à ce que l'Afrique se porte bien. Sergueï Lavrov était au Mali il y a quelques jours, vous y faisiez référence, le ministre russe des Affaires étrangères, voyage pour sceller en quelque sorte le rapprochement avec ce pays, avec le Mali. Il a rencontré le président de la transition, Assimi Goïta. Il s'est entretenu aussi avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, qui lui a offert un cadeau. Vous l'avez peut-être vu, un sabre Touareg, un Takuba dans la langue berbère, en tamashek. Takuba, c'était aussi le nom de la force opérationnelle européenne au Sahel, force dissoute l'été dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que je vois, c'est la réalité et quels sont les faits. Les autorités de la transition au Mali, qui sont issues de coups d'État, ont décidé de rompre dans une large mesure avec les partenaires traditionnels et singulièrement avec les partenaires européens. Et la conséquence, c'est un État qui est en train de s'effondrer avec des terroristes qui occupent de plus en plus les espaces dans la région. Si je prends le pays voisin qui est le Burkina Faso, une partie significative du territoire au Burkina Faso est dorénavant dans les mains de groupes terroristes, ce qui inquiète beaucoup les États africains voisins qui sont les premiers à payer le prix du terrorisme, à payer le prix de l'insécurité. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de leaders africains dans cette région qui n'aiment pas la manière dont la Russie est en train de se déployer pour capter, en réalité pour voler les ressources des peuples africains et dans le même temps pour activer leur agenda géopolitique anti-Union européenne, anti-États-Unis. L'Union européenne est encore présente au Mali. Il y a encore un représentant de l'Union européenne, des formes de coopération. Est-ce que cela va continuer ou est-ce que vous pensez, compte tenu des relations qu'entretient le Mali avec la Russie et la manière dont elle se comporte avec des pays européens, dont la France, est-ce que vous pensez l'arrêter? Mais nous évaluons en permanence les situations politiques et les situations opérationnelles pour prendre les décisions. Pour le moment, on a effectivement le maintien d'un certain niveau de coopération, principalement sur le plan
hypothétique. Moi, je pense qu'il est toujours utile de garder un certain niveau de dialogue, parce qu'une fois qu'on est dans la rupture totale et complète, il est difficile ensuite d'avoir un petit peu d'influence pour défendre nos valeurs, pour défendre nos intérêts. Et surtout, il est important de s'engager avec les États africains dans le voisinage, au sein du Sahel, mais également autour des pays du G5 Sahel, qui, eux, sont très convaincus que le soutien des partenaires en matière de renseignement, en matière de formation, en matière de capacité de développer des projets de développement est absolument clé pour contrer le terrorisme et pour s'attaquer aux racines profondes du terrorisme. C'est compliqué. C'est difficile, mais encore une fois, on a un intérêt commun à ce qu'il y ait de la stabilité dans cette région, parce qu'on sait bien que quand il n'y a pas de stabilité, quand il y a du crime organisé, quand il y a du trafic de drogue, quand il y a du terrorisme, c'est d'abord une douleur pour les pays et pour les peuples des pays concernés, mais c'est très rapidement un impact difficile pour nous sur le plan européen. Encore une question sur l'Afrique, sur le Maroc principalement. Les relations entre le Maroc et l'Union européenne sont très tendues en ce moment, en cause notamment, pas seulement, l'adoption par le Parlement européen d'une résolution condamnant la situation des journalistes dans le Royaume. Que dites-vous aux dirigeants marocains qui ont des relations tendues avec l'Union européenne? Le haut représentant Borrell était présent il y a quelques temps, il y a peu de temps au Maroc pour une mission diplomatique. Il y a eu de bonnes conversations avec les dirigeants marocains. Pedro Sanchez, qui va assumer au nom de l'Espagne dans quelques mois la présidence rotative de l'Union européenne, était également au Maroc il y a peu de temps. Donc je suis moins pessimiste que vous. Il y a effectivement avec le Maroc une relation dans l'intérêt mutuel. Il peut y avoir de temps en temps des sujets qui sont des sujets plus difficiles. Abordons-les dans le respect mutuel et avec beaucoup de sang-froid. Quelques mots pour terminer, Charles Michel, sur le scandale qui ébranle le Parlement européen, scandale de corruption présumée. Plusieurs députés sont concernés. Exemple, le Belge Marc Tarabella, qui a été placé en détention provisoire le week-end dernier. Que pensez-vous de cette affaire à un peu plus d'un an maintenant des élections européennes? Mais moi, je ne commande naturellement pas. C'est pas une surprise au travail de la justice. On doit faire confiance au travail de la justice. C'est l'image des institutions européennes qui est en jeu. C'est certain. Et d'autre part, comme beaucoup de leaders européens l'ont exprimé, je crois qu'on doit faire confiance aux dirigeants du Parlement européen pour tirer les leçons, pour tirer les conséquences. C'est le travail qui est fait. Au moment où nous parlons, le Parlement européen travaille. Il faut plus de transparence. Bien sûr, pour renforcer la transparence, pour renforcer les mécanismes de prévention. Merci beaucoup, Charles Michel. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Retour à Paris. Merci. Donc avec vous, Mohamed Kassi, pour la suite et la fin de 64 minutes.